Ce que je me propose, c'est de vous faire un rapide topo sur justement sur la VeggiePride, son histoire, pourquoi elle a été créée et comment elle a évolué, et ensuite de passer effectivement à mon sujet, la thèse que je veux défendre, qui est que il y a eu dans la consommation de viande une volonté de marquer symboliquement une domination sur l'animal. Puis je vous dirai pourquoi je trouve que c'est important de parler de ça. Mais déjà la VeggiePride, elle est née en 2001. Et elle est née d'une volonté de permettre aux végétariens de l'époque, donc végétariens et pas véganes, on parlait plus de végétarisme à l'époque, de les aider à s'affirmer en tant que végétariens pour les animaux, parce qu'à l'époque c'était extrêmement difficile, ça l'est resté très souvent, il y a des réactions très hostiles de la part de l'entourage et du milieu social de façon générale. Mais à l'époque, je pense que c'était bien pire que ça ne l'est aujourd'hui. Il y a 25 ans, je me rappelle avoir discuté avec le gars qui tenait l'unique restaurant végétarien à Paris, qui ne disait pas qu'il était végétarien pour les animaux, il disait qu'il était végétarien pour des raisons spirituelles. Ce qui était peut-être vrai, mais de toute façon, on n'avait pas intérêt à dire qu'on était végétarien pour les animaux. Et il disait qu'il se faisait régulièrement cracher sur sa vitrine. Ça donne le ton. Être végétarien pour les animaux à l'époque, c'était perçu comme une sorte d'affront, comme une sorte de blasphème quasiment, de crime de lèse-humanité. Et il y avait toute une batterie de réactions sociales hostiles qui passaient de la ridiculisation à la dévalorisation, enfin plein de procédés qui visaient à intimer aux végétariens de se taire ou à délégitimer leurs paroles. Et la VeggiePride, elle a été créée sur le modèle de la Lesbian Gay Pride de l'époque, pour donner le courage aux végétariens qui l'étaient pour les animaux, d'affirmer qu'ils l'étaient pour les animaux dans le reste de l'année, en fait, dans un environnement hostile. C'est-à-dire que c'était pour donner de la force aux gens qui faisaient le pas de cesser de consommer de la viande par souci des animaux. De le dire, de dire pourquoi il faisait ça, de le revendiquer, etc. Et la VeggiePride est restée donc sur cette ligne, ce qu'on peut appeler une ligne anti-végéphobie, puisqu'on a appelé ça la végéphobie, tout ce système, toute cette batterie de réactions sociales hostiles qui visait à nous faire taire ou à délégitimer notre propos, pendant de nombreuses années. Et puis au début des années 2010, on s'est dit que les choses avaient suffisamment évolué pour rajouter un pan de revendication. Jusqu'alors, la VeggiePride, c'est un soutien aux gens qui sont végétariens pour les animaux. Mais être végétarien pour les animaux, c'est une démarche individuelle. Et c'est une façon, effectivement, d'intervenir dans la vie sociale pour revendiquer des droits pour les animaux, même si c'est d'une façon négative, c'est de dire on veut plus qu'ils soient exploités, mais très souvent ça reste une démarche individuelle et c'est posé comme une démarche individuelle. Or en fait c'est pas très logique de dire c'est une question, c'est moi personnellement je préfère ne pas manger les animaux. En fait si on juge que c'est pas juste que soit on mange des animaux, qu'on les fasse tuer et qu'on les fasse souffrir pour les consommer, c'est assez logique qu'on juge que c'est pas juste dans tous les cas, y compris pour les autres. Et du coup, on a rajouté un pan revendicatif à la VeggiePride, qui est aussi devenu une manifestation pour l'abolition de la viande, ou comme on le dit maintenant, pour la fermeture des abattoirs. C'est une autre formule, mais qui veut dire la même chose, qui veut dire qu'on s'adresse non plus seulement aux individus, pour leur demander en leur âme et conscience de devenir végétarien, de décider ou non, puisque c'est en leur âme et conscience, de continuer à faire massacrer des animaux. Mais là, il s'agit d'une revendication qui s'adresse non plus aux consommateurs, mais aux citoyens, qui s'adresse non plus aux individus, mais à l'ensemble de la société, et qui est une revendication donc d'abolition de la viande, ou plus modestement, une revendication que la société ouvre un débat sincère, honnête, sur la question de la légitimité de la consommation de viande, la légitimité morale. Donc la VeggiePride, à ce moment-là, est devenue aussi une manifestation qui revendiquait l'abolition de la viande.
Et puis, il y a, je crois, 3 ans de ça, on a décidé aussi d'ajouter un pan de revendication à la manifestation, en disant que c'est aussi une manifestation contre le spécisme, une manifestation qui vise à visibiliser le fait qu'il y a un ordre social spéciste qui existe, avec une idéologie spéciste qui infuse l'ensemble de la vie sociale. Et donc on a ajouté le pan Vegipride Festival antispéciste aux 2 pans précédents, quoi. Donc ça, c'est l'évolution de la Vegipride des dernières années. C'est une évolution qui, d'une certaine façon, est logique. On voit qu'aujourd'hui, le mouvement animaliste est très massivement pour l'abolition de la viande, d'une part, et de plus en plus mobilise la question du spécisme, la notion de spécisme, pour expliciter ce qu'il combat et ses revendications. Bon, je fais un rapide rappel de ce que c'est que cette notion de spécisme. Elle a été développée il y a maintenant une 40aine d'années par Peter Singer dans un livre qui s'appelle La libération animale, qui est un livre qui argumente non seulement qu'il faut prendre en compte les intérêts des animaux, mais qu'il faut les prendre en compte de façon similaire aux nôtres propres. Et que la différence d'espèce n'est pas un critère, ne peut pas constituer un critère valable, un critère rationnel pour discriminer, pour considérer comme moins important ou comme non important les intérêts des êtres sensibles qui ne sont pas humains. C'est pas parce qu'on est humain que notre souffrance doit être plus prise en compte, par exemple, que celle d'un rat. Ce qui compte, c'est ce que chaque être éprouve, que ce soit en termes de plaisir ou de déplaisir, de bonheur ou de malheur. C'est ça qu'il faut prendre en compte, indépendamment de quelque appartenance que ce soit. Et de la même façon que les appartenances de sexe, de race, ne sont pas des critères pertinents, parce qu'ils n'entretiennent aucun lien logique avec la question de comment on doit traiter des individus, de la même façon, le critère d'espèce n'est pas un critère pertinent. D'autres critères sont souvent invoqués pour justifier une différence de traitement entre les humains et les autres animaux. C'est les critères qui correspondent traditionnellement à ce qu'on a appelé les propres de l'homme, le propre des humains. C'est des critères d'intelligence, de raison, de conscience de soi, de liberté éventuellement. Donc des qualités ou des capacités qui seraient proprement humaines et donc on refuse d'accorder aux autres animaux. Bon, aujourd'hui, les progrès de l'éthologie cognitive montrent bien que l'immense majorité des animaux qui sont étudiés présentent ces capacités-là à des degrés divers. Mais de toute façon, ce qu'argumentait déjà Singer il y a 40 ans, c'est que ces critères-là non plus ne sont pas des critères pertinents. On ne voit pas en quoi l'intelligence d'un individu, quoi que ce soit qu'on appelle par là, serait pertinente pour juger de l'importance à accorder, par exemple, à ses souffrances. Pendant longtemps, l'humanisme a été un humanisme qui était extrêmement méprisant envers les personnes dites handicapées mentales, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a reconnu qu'effectivement, il fallait prendre en compte les intérêts des personnes, je ne sais pas comment dire, non neurotypiques, au même titre que nos propres intérêts. Alors ça, c'est le discours, dans la réalité, on n'en est pas là. Mais en tout cas, notre société a effectivement reconnu que pour ce qui est des humains, ces fameuses capacités d'intelligence, de raison, d'abstraction, de conscience de soi, de projection dans l'avenir, etc., n'étaient pas des qualités, des capacités pertinentes d'un point de vue moral pour discriminer. Mais en fait, si elles ne sont pas pertinentes au sein de la sphère de l'espèce humaine, il n'y a aucune raison pour qu'elles deviennent pertinentes à l'extérieur. À l'heure actuelle, on vit encore sous un régime de double morale. On a une morale qui se veut égalitariste au sein de l'espèce humaine et une morale élitiste à l'extérieur de la sphère de l'espèce humaine. Ce qui n'est pas tenable en fait. On ne peut pas avoir comme ça 2 poids 2 mesures
et en plus selon un critère qui lui-même n'est pas valable, qui est le critère d'espèce, ou ses critères d'intelligence, etc. Et je disais qu'on avait ainsi une sorte de morale à double standard, avec une morale égalitariste qui s'applique au sein de l'espèce humaine et une morale élitiste à l'extérieur. Dans la pratique, malheureusement, le côté élitiste de la morale humaniste contamine le côté qui se voudrait égalitariste, et de fait, on n'arrête pas de construire des hiérarchies entre les humains sur un modèle qui s'apparente beaucoup au modèle du spécisme, c'est-à-dire en classant les humains suivant, dans une sorte d'échelle d'humanité. Il y a des humains qui sont censés être plus humains que d'autres, des humains qui sont censés être moins humains, etc. Traditionnellement, par exemple, le sexisme et le racisme, c'est typiquement des idéologies qui posent certaines catégories d'humains, les femmes, les noirs et les peuples colonisés, etc., comme des humains qui ne sont pas aussi humains que les humains dominants, les humains blancs, adultes, mâles, etc., et comme n'ayant de ce fait pas autant de valeur, comme des sous-humains, des sous-êtres, parce que l'humanisme est fondamentalement, dans son rapport aux autres animaux en tout cas, une morale de la hiérarchie, une morale qui repose sur l'idée, une idée à mon avis qui est totalement indéfendable, d'échelle des êtres. Il y aurait des sortes d'essences des êtres, par espèce par exemple, une essence chat, une essence chimpanzé, une essence humaine, une nature humaine, et il y aurait des essences qui seraient supérieures aux autres. C'est une vision du monde qui date d'Aristote, qui a été reprise ensuite par le christianisme, etc., mais qui n'est plus défendue d'aucune façon, ni par la science, ni généralement par la philosophie. Il doit bien rester quelques philosophes qui défendent cette idée-là, mais on n'en entend pas parler, à vrai dire. Oui, Emmanuel Todd récemment, effectivement. Il a fait une brillante sortie là-dessus, oui, que les humains sont l'espèce élue, supérieure, etc. Mais voilà, il serait temps de tirer les conséquences de nos avancées en philosophie et en sciences, et d'en finir avec une vision du monde hiérarchisée, où on évalue les êtres en termes de valeurs. Et ce que propose la révolution antispéciste, c'est d'en finir avec ces hiérarchies, c'est d'en finir avec ces histoires d'inférieurs et de supérieurs, et c'est de cesser de raisonner en termes de valeur des êtres, en termes de hiérarchie des êtres, et donc en fait de hiérarchie des natures ou des essences, pour en fait simplement considérer ce que chacun vit et l'importance que ça revêt pour lui. Et en fait, et prendre en compte ou en considération ainsi ce qui est vécu, que ce soit positivement, donc des plaisirs, ou négativement, des déplaisirs, des souffrances, des détresses, etc. C'est une autre forme d'égalitarisme, puis c'est plutôt une égalitarisme non pas des êtres véritablement, on s'en fiche qu'un rat vaille un humain, vaille un moustique, vaille une grenouille, mais c'est simplement prendre en compte ce que vit un rat comme ce que prend en compte une grenouille, comme ce que prend en compte un humain. Je pense que c'est une vraie révolution extrêmement profonde. C'est les fondements même de non seulement de nos sociétés, mais vraiment de notre civilisation, qui sont attaqués par cette nouvelle vision des choses et par cette irruption en fait de la question animale. Parce que ce fonctionnement en termes de hiérarchie, c'est celui sur lequel s'est construit notre civilisation. Le fonctionnement aussi en termes d'appartenance, c'est-à-dire qu'en fait, on a accès à des droits en fonction de ce à quoi on appartient, du groupe auquel on appartient. Chez les anciens Grecs, c'était la cité, c'était les citoyens, ceux qui étaient reconnus citoyens, parce qu'évidemment, il y avait plein de gens au sein de la cité qui n'étaient pas reconnus citoyens, c'était les membres du groupe des citoyens qui étaient reconnus, qui voyaient leurs intérêts reconnus, dans une certaine mesure, d'une certaine manière. Ensuite, ça a été par exemple la chrétienté. On faisait une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, et on était plus ou moins chrétiens, etc.
Ensuite, il y a eu les histoires de race et de sexe qui se sont développées de façon moderne. Et dans ce cas, c'était l'appartenance au groupe dominant qui fondait la possession de droits et le fait qu'on voyait ses intérêts considérés. Et puis est venue l'appartenance à l'humanité, qui était censée être l'achèvement en fait de la question morale, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. On continue à fonctionner en termes d'appartenance. Il faut appartenir au groupe élu pour se voir reconnaître une existence propre et une importance propre. Et là, je pense que la révolution antispéciste, c'est une révolution qui amène à passer à une toute autre façon de concevoir l'éthique, mais aussi du coup, par contre-coup, la politique et notre place dans le monde, mais aussi les rapports qu'on entretient avec le reste du monde. Bon, et alors je vais peut-être en venir au sujet que j'étais censé traiter, qui est la question de la viande comme symbole de domination. Je trouvais important d'en parler, et là je vais en parler rapidement, mais je vais en reparler de façon plus approfondie dimanche à midi. Parce que à l'heure actuelle, de plus en plus, on met en avant une vision que je trouve angélique de nos rapports aux animaux, notamment avec ces histoires de dissonance cognitive, etc. Je trouve que ça présente la consommation de viande ou les consommateurs de viande comme des gens un petit peu qui seraient des innocents, qui ne savent pas bien ce qu'ils font. Ils sont victimes de mécanismes psychologiques, la dissonance cognitive, qui font qu'en fait, ils évacuent un peu la réalité de ce qu'ils font, la souffrance endurée, etc. Et finalement, ils seraient un peu des victimes d'un système social. Et c'est un peu à leur corps défendant qu'ils feraient massacrer des animaux, etc. Et je pense que c'est pas faux, en fait, pas du tout, mais je pense que ça n'épuise pas la réalité, et qu'il y a aussi un versant qui est beaucoup moins innocent, et qui a aussi une volonté de manger de la viande. Alors en fait, c'est pas non plus un scoop. On voit bien que les gens tiennent à leur consommation de viande comme à la prunelle de leurs yeux, qu'ils la défendent bec et ongle, qu'ils sont prêts un peu à tout pour la défendre. Ma thèse, c'est que en fait, à travers cet acte de consommation de la viande, on marque symboliquement notre domination en tant qu'humain sur les autres animaux, c'est-à-dire qu'on marque en fait notre excellence humaine, et on marque aussi notre appartenance à une communauté, donc la communauté humaine. Alors, c'est pas non plus une thèse, je trouve, très originale, mais c'est une thèse qui a été très délaissée par les sciences sociales. Quand on lit des bouquins sur le rapport à la nourriture, sur la viande, etc., c'est très rare qu'on trouve mention de cette thèse de symbole de domination. Pourtant, on vient de sociétés, il n'y a pas si longtemps que ça, qui étaient explicitement fondées sur la domination et les symboles de domination. Enfin, si on va voir du côté de la féodalité, la féodalité, c'était un ordre social qui était tout entier fondé sur ces histoires d'inférieurs et de supérieurs, et des castes, en fait, la noblesse, etc., le clergé, et tout ça, les nobles, ouais, enfin bon, et où les marquages de domination étaient omniprésents. Et notamment, la domination sur l'animal était omniprésente, et elle avait une importance en soi, elle était marquée en soi, et elle devenait aussi un marqueur de la domination sur les autres classes. Par exemple, sous François Ier, il y avait un privilège royal de chasse de certains animaux. Les gros animaux, ceux qui étaient
Des animaux soit un petit peu dangereux, soit suffisamment gros pour apparaître comme des adversaires et faire honneur en fait aux chasseurs. Et c'était puni de peine de mort, par exemple, pour des gueux de tuer des cerfs. C'était un privilège royal. Et de la même façon, monter à cheval, c'était un privilège royal. C'était là également puni de mort pour des gueux de monter à cheval. Donc il y avait des symboles très forts, et on le voit encore dans par exemple, on connaît les armoiries féodales. Elles sont sans cesse centrées sur... c'est des animaux prédateurs qui servent à le lion, l'aigle, etc., l'ours, le loup, qui servent pour les armoiries. Et la chasse était quelque chose de central, en fait, au niveau symbolique dans la constitution des classes dominantes. Et je passe vite là-dessus, mais il y aurait beaucoup à dire sur comment ça fonctionnait à ce niveau-là. Mais quand il y a eu la Révolution française, il y a eu notamment un des grands privilèges qui ont été abolis la nuit du 4 août, et dont on se rappelle, c'est le privilège de chasse. Et c'est devenu un symbole très fort de la démocratie, de la République, c'est-à-dire de l'égalité des citoyens, le fait que ce privilège-là soit aboli. D'une certaine façon, moi je le vois comme le privilège de domination sur l'animal, les gros animaux, hein, ceux qui étaient... comment est-ce qu'on dit oui, qui étaient dits nobles. Ça a été une démocratisation. En fait, tous les citoyens, ce qui étaient en fait les mâles, parce que j'en ai pas parlé aussi, mais c'est extrêmement... je vais y revenir, mais tous les citoyens pouvaient avoir désormais les mêmes droits de domination sur les non-humains. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, et de la même façon, l'accession, la démocratisation de la viande, ça a été quelque chose qui a été ressenti comme quelque chose d'extrêmement important, en fait, dans un processus d'égalité de tous, quoi, de tous les humains. Et par exemple, dans les pays de l'Est, des motifs de révolte contre le pouvoir gouvernementale, ça a été très souvent les privations de viande. Et par exemple, quand Ceausescu a été jugé, un des actes d'accusation contre son gouvernement, contre son règne, ça a été le fait qu'il avait privé son peuple de viande. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à ce niveau-là. Je pense que c'est extrêmement structurant dans nos sociétés, cette domination sur l'animal. Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais notamment, c'est structurant au niveau des rapports de genre, des rapports de sexe, c'est-à-dire les rapports hommes-femmes. Dans plein de sociétés, et tout particulièrement dans la nôtre, il y a un marquage très fort de façon générale, l'usage de la violence, l'usage de la force, l'usage des armes, etc. Mais notamment, le rapport à la souffrance, au fait de faire souffrir, au fait de faire tuer des animaux, c'est un rapport qui est extrêmement genré. La chasse, ça a été très longtemps un privilège masculin. La viande, même aujourd'hui encore, reste une nourriture qui est considérée comme surtout masculine. Et surtout les viandes qui sont connotées justement viriles, qui sont les viandes des gros animaux, c'est-à-dire les viandes rouges. Ce sont des viandes qui sont connotées extrêmement viriles. Les viandes blanches, qui sont des viandes de plus petits animaux, sont connotées plus féminines et de moindre valeur nutritionnelle, de moindre valeur nutritive, etc., etc. C'est des discours qui sont en passe de disparaître, mais ça reste encore, je pense, clairement remarquable à bien des niveaux, quoi. C'est un phénomène, ça, qui est partagé dans une grande partie, je ne dis pas toutes parce que je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, pour ce que j'ai lu, par une grande partie des civilisations patriarcales qu'on connaît, quoi. La viande, symbole de la puissance masculine, de la domination masculine, etc. De la même façon, la chasse, de la même façon, le fait de s'occuper des grands animaux. Les gens qui, à l'heure actuelle, défendent la consommation de viande sont beaucoup sur une position non à la souffrance, oui au fait de tuer pour la viande. La viande heureuse, ce qu'on appelle la viande heureuse de façon ironique,
Je pense que là encore, ceux qui le défendent, mais évidemment c'est pas explicité et puis ils ne se l'explicitent peut-être pas non plus à eux-mêmes, c'est une différence fondamentale de traitement entre les humains et les autres animaux. La morale humaniste, c'est une morale qui dit que la vie humaine a une importance considérable, quasiment infinie. La vie humaine est sacrée, en tout cas elle est extrêmement importante, à tel point que dans la morale traditionnelle, on refuse le droit au suicide. C'est-à-dire que des humains peuvent vivre des vies absolument de misère, de souffrance épouvantable, on leur refuse le droit de se suicider, ou on refuse le droit à l'euthanasie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vie qui compte, et les souffrances sont peu prises en compte. Notre société est en train de changer à ce niveau-là. Et quand les gens argumentent sur la viande heureuse, ce qu'ils argumentent, c'est une sorte de morale inverse. Ce qui compterait tout soudainement pour les animaux, ça serait qu'ils vivent bien, etc. De fait, on voit bien ce qu'il en est dans la réalité. Mais le fait de les tuer, ça ne serait pas important. Tout particulièrement pour pouvoir continuer à consommer leur chair, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de... Il lâche du lest sur la souffrance animale, parce que je vous en ai pas parlé, mais les siècles précédents, la souffrance animale, elle était plutôt encouragée. On considérait que ça donnait bon goût à la viande, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui a à peu près disparu. Mais on lâche du lest sur la souffrance animale, mais on veut garder le point central, qui est le fait que c'est pas important de tuer un animal. Et je pense que symboliquement, c'est quelque chose de très fort. On veut garder l'idée qu'un animal vaut tellement peu que sa vie peut être sacrifiée pour quelque chose d'aussi frivole, d'aussi insignifiant que le bon goût de sa chair dans la bouche. On veut sauvegarder le contraste que ça fait avec la façon dont on se considère nous-mêmes en tant qu'humains, donc la vie humaine sacrée, une valeur infinie, etc., quoi. Je pense que ça, c'est un des derniers avatars de ces histoires de domination, en fait, de symboles de domination qui se jouent à travers la viande. Et j'en parle, je trouve que c'est quelque chose d'important parce que, effectivement, faire de l'information aux gens, c'est extrêmement important. Parler de dissonance cognitive, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui permet aussi aux gens de réaliser comment ils fonctionnent et puis aussi, d'une certaine façon, de leur offrir une porte de sortie, individuellement, psychologiquement, se dire, ben oui, en fait, je ne me rendais pas compte, tout ça, bon, je peux changer, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est, d'une part, non seulement que c'est vrai, mais qu'en plus, c'est quelque chose qui est très efficace quand il s'agit de convaincre les gens individuellement de changer de comportement. Mais par contre, quand il s'agit d'affronter un ordre social, une société générale, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si intéressant à faire valoir que ça, et que ça serait très intéressant de dire, enfin à mon avis, ce qui est appelé un chat, c'est-à-dire qu'il y a aussi une composante volontaire dans la consommation de viande, qui est une volonté, en fait, de marquer une distinction humaine à travers une différence de traitement, et qui revient dans la pratique à théoriquement bien traiter les humains et extrêmement mal traiter les animaux et être prêt à les tuer pour un oui ou pour un non. Et je pense que c'est... mais bon, je développerai ça du coup, parce qu'on me dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps, je développerai ça plus avant dimanche. Je pense que c'est quelque chose qui est important à faire valoir, parce que c'est une analyse qui délégitime beaucoup, je pense, la consommation de viande, et qui aussi, d'une certaine façon, invalide le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce processus qui fait qu'il y a une dimension symbolique dans la consommation de viande et qu'on pose son excellence en tant qu'humain à travers la maltraitance animale, c'est un processus qui n'est pas assumé, qui est masqué, qui est caché, que la plupart des gens n'explicitent pas et n'ont même pas explicitement en tête. Ils l'ont explicitement par rapport à la chasse, ils l'ont explicitement par rapport à la corrida, ils ne le disent pas par contre par rapport à la viande. Et que le révéler, le démasquer, c'est lui faire perdre de son efficace. Et puis un autre point, c'est que je pense que, quoi qu'on en pense, dans les années qui viennent, va arriver la viande de synthèse.
C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de produits, notamment des produits manufacturés, qui seront faits à partir de viande qui est produite à partir de cultures de cellules dans les labos. Il y aura des steaks hachés, de viande cellulaire, je ne sais pas comment appeler ça, de la viande de synthèse. Et il y en aura de plus en plus de partout. Les pâtes bolognaises, ce sera la viande de synthèse, etc. Parce que ça sera produit moins cher, etc. Et je pense qu'il va y avoir une levée de bouclier contre cette viande-là, notamment, sans doute pas seulement, mais notamment parce qu'il y aura un manque à gagner en termes de symbolique de domination sur l'animal, et donc de symbolique d'affirmation de soi en tant qu'humain, en tant que seigneur de la terre, en fait. Et, alors qu'évidemment, ça sera vraisemblablement pas formulé en des termes aussi explicites, ça sera sûrement caché derrière des histoires de la viande de synthèse, c'est pas naturel. Mais je pense que ce qu'il faudra entendre par naturel à ce niveau-là, c'est que c'est pas conforme à l'ordre du monde qui veut qu'on asservisse les autres animaux et qu'on en fasse de la chair à pâté selon notre bon plaisir, quoi. Et je pense qu'il va y avoir une vraie bataille idéologique à mener à ce niveau-là, parce que ça va être un enjeu important de lutter contre la décrédibilisation de ce type de produits qui peuvent aisément remplacer la viande, et que ça sera en même temps un combat qui permettra donc de, ce que je disais, délégitimer la consommation de viande.